Ce mardi 1er octobre, j'étais l'invité de LCP dans le cadre de la déclaration de politique générale de Michel Barnier. J'étais l'invité d'un débat avec Philippe Gosselin du Parti Les Républicains, c'est-à-dire le même parti que M. Barnier. Et on a parlé dans ce débat de la question des impôts, de la question de l'immigration et de la question évidemment de la censure de ce gouvernement de Michel Barnier, ainsi que de la motion de destitution que nous présentons contre le président de la République. Je vous laisse regarder cette vidéo. Comme toujours, je vous invite d'abord à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et vérifiez bien, ceux qui sont déjà abonnés, que vous avez bien cliqué sur la petite cloche parce que parfois vous ratez les vidéos si vous ne l'avez pas fait. Je vous laisse regarder cette vidéo. D'abord, avant de commencer, je veux dire ma solidarité avec le peuple libanais qui fait en ce moment face à une invasion terrestre armée de son voisin. Et pour répondre maintenant à votre question, non, nous ne pouvons pas attendre parce qu'en réalité, un certain nombre de propos ont déjà été tenus par un certain nombre de ministres et en particulier par M. Retailleau lui-même sur la question de l'état de droit et du non-respect de l'état de droit, sur l'immigration n'est pas une chance pour la France qui représente une insulte pour 20 millions de nos compatriotes et ces propos ne sont ni ceux d'un démocrate ni ceux d'un républicain. Donc nous, il nous semble qu'il est de notre devoir de censurer ce gouvernement et puis enfin il y a une dernière raison, c'est que M. Macron n'a pas respecté le résultat des élections. Le parti qui gouverne en ce moment la France est celui qui a fait 5% aux élections législatives. Dans une démocratie, normalement, ceux qui gouvernent sont ceux qui gagnent les élections, pas ceux qui les perdent. Ça, c'est pour vous, hein, Philippe Gosselin. Oui, Je parle parti qui a fait 5%. Monsieur Léaumont et les Insoumis, depuis plusieurs semaines, font tourner en boucle le fait qu'ils auraient gagné les élections. C'est clair, ce n'est absolument pas le cas. Personne ne les a gagnés en tant que tels, mais pas plus les Insoumis, voilà, qui tiennent d'ailleurs un peu le bloc de gauche sous leur coupe. C'est un peu le problème de la dépendance qui nuit gravement à la gauche, la dépendance à Mélenchon. On en est encore un peu là aujourd'hui, ce qui est dommage d'ailleurs. Alors, je vous propose de ne pas rouvrir le débat du mois d'août. Avançons sur les thèmes très attendus dans la déclaration de politique générale de Michel Barnier sur la fiscalité. Une contribution exceptionnelle, temporaire, c'est la piste privilégiée par Michel Barnier. C'est un Premier ministre de droite qui va finalement augmenter les impôts. Bah écoutez, d'abord, il n'est pas question de toucher aux impôts des classes moyennes ni populaires. On est dans une situation très particulière et qu'il y ait aussi un effort fiscal, je crois que c'est attendu par nos concitoyens. Ça s'appelle tout simplement la justice fiscale. Maintenant, ça ne doit pas masquer, le cas échéant, cette augmentation de certains impôts très ciblés, le fait que l'État aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens. Donc il va falloir aussi en parallèle faire un certain nombre d'efforts budgétaires, donc d'économies, ce qui n'est pas facile à vendre, il faut bien le reconnaître. Alors Antoine Léaumont, on est d'accord que ce n'est pas le programme du nouveau Front populaire, mais sur ces hausses d'impôts temporaires, ces surtaxes sur l'impôt sur les sociétés, sur les énergéticiens, est-ce qu'ici la gauche pourrait dire on prend ? Allez, ça ne nous va pas complètement, mais ça, on le vote. C'est quand même la meilleure, parce qu'après n'avoir cessé de baisser les impôts des plus grandes fortunes de ce pays, voici maintenant qu'on va les rétablir de manière temporaire. Bah, excusez-moi, mais ce n'est pas de manière temporaire qu'il faut les rétablir si on veut rétablir dans la durée les comptes publics. Donc évidemment, nous allons défendre nos amendements à l'intérieur de ce budget. C'est ce que tout le monde oublie, hein, mais c'est que le Premier ministre ou le ministre de l'économie et des finances, ils viennent avec un budget, puis ensuite il y a un truc qui s'appelle l'Assemblée nationale qui amende et qui adopte ou n'adopte pas un budget. Tout le monde a l'air d'oublier que c'est l'Assemblée nationale qui décide à la fin, mais c'est l'Assemblée nationale qui décide à la fin, y compris s'il y a des 49.3, en déposant éventuellement des motions de censure pour faire tomber le gouvernement et le budget qui va avec. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est défendre notre politique à l'intérieur du budget par des amendements. Et évidemment, ceux qui se sont gavés comme jamais dans les années précédentes doivent maintenant mettre la main à la poche. Parce que ça ne peut pas être possible que les Françaises et les Français tirent la langue, n'en peuvent plus, aient des difficultés à boucler les fins de mois et que certains accumulent des richesses considérables. Je rappelle quand même que les 500 plus grandes fortunes de ce pays ont multiplié par 2 leur fortune depuis 2017. Je ne suis pas sûr que toutes les Françaises et les Français aient vu leur fortune multipliée par 2. Vous entendez Philippe Gosselin, ce que dit Antoine Léaumont, c'est qu'il faut aller encore plus loin finalement sur ce volet recettes, aller chercher plus de recettes. Si on en est au volet recettes, il faut qu'on regarde aussi le volet dépenses. Je rappelle que quand même dans les propositions qui heureusement ne sont pas appliquées de LFI et du nouveau Front populaire, on a plus de 200 milliards de dépenses nouvelles qui n'étaient pas non plus financées. Donc on est entre 100, 150, 200, vous savez bien. Il y a des évaluations qui divergent un peu, mais dans tous les cas on sera d'accord en disant si vous voulez
voulez couper la poire en deux, à 150. C'est énorme. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut se réjouir qu'on ait des fortunes en France, des entreprises qui fonctionnent. Après, effectivement, la justice fiscale, c'est que chacun puisse participer à la hauteur de Philippe Gosselin, on parle là de 110 milliards d'euros à trouver en 3 ans. Oui. Effectivement, vous dites bien, les Français ne comprendraient pas qu'on ne coupe que dans les dépenses. Vous êtes d'accord et vous suivrez le gouvernement de Michel Barnier, puisque ce n'est pas forcément le cas dans le camp présidentiel. On verra le contenu. Jean-René Cazeneuve, qui était là juste avant vous, il dit « Moi, pour l'instant, je suis contre, ça ne me plaît pas du tout, ces hausses d'impôts. » On verra le contenu. Moi, je constate quand même que depuis 3 ans, de 21 à 24, les dépenses de l'État ont augmenté de 250 milliards. On a fait un peu open bar, sans que pour autant les services publics soient plus efficaces, sans que pour autant nos hôpitaux aient plus d'aisance, sans que beaucoup de services publics aient plus d'aisance. Donc il ne s'agit pas de couper de façon sombre toutes les vannes, mais il faut aussi que l'effort puisse être partagé. Et vous savez, ce n'est pas en prenant uniquement aux supposés riches qu'on arrive à rendre tout le monde riche et meilleur. Vous entendez ce que dit Philippe Gosselin? On dépense beaucoup et les Français n'ont pas le sentiment d'avoir des services publics qui fonctionnent. Est-ce que la solution, c'est de dépenser plus ou c'est parfois de regarder comment améliorer les choses sans forcément d'argent supplémentaire? Tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut mieux regarder dans les dépenses, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, dire qu'à l'heure actuelle, il y a assez d'argent dans les services publics, que ce soit par exemple dans l'école ou dans la santé, aucun Français ne va nous écouter et se dire il y a assez d'argent dans les services publics. Parce que les Françaises et les Français voient bien, quand ils vont à l'hôpital, la dégradation des conditions d'accueil, quand ils vont dans les EHPAD, la manière dont sont accueillis nos anciens, quand on va dans les crèches aussi. Et donc, dans un certain nombre de services publics, on a besoin d'avoir davantage d'argent. Maintenant, pour en avoir davantage, le budget de l'État n'est pas comme le budget d'une famille. Une famille, elle a des revenus fixes, elle peut demander des augmentations à son patron quand c'est une famille de salariés, mais bon, ça se limite à ça. L'État, lui, décide de l'impôt qu'il lève précisément. Nous avons la décision de lever des impôts et de contraindre, j'utilise le mot, de contraindre un certain nombre de personnes qui jusqu'à présent ont eu les mains libres pour se mettre beaucoup d'argent dans leur poche, de les contraindre à payer leur juste part d'impôt. Je vous donne un chiffre qui est choquant. Environ de 0%, des 0% les plus pauvres jusqu'à 99,99% les plus riches, on est à autour de entre 40 et 45% d'imposition. Les milliardaires de notre pays, ils sont à 20%. 20% pour les milliardaires. Pourquoi est-ce que les milliardaires sont imposés à 20% alors que les 10% les plus pauvres le sont à 40%? Donc vous dites que c'est pas les très riches, c'est vraiment les ultra riches, la toute petite pourcentage. Mais bien sûr, et ce sont eux qui se sont gavés, qui s'enrichissent grâce au travail des Françaises et des Français qui participent à faire leur richesse dans les entreprises et grâce aux services publics qui permettent d'avoir des salariés en bonne santé, d'avoir des salariés éduqués, d'avoir des routes qui permettent de transporter les marchandises. Alors ces hausses d'impôts, c'est pas suffisant pour le nouveau Front populaire et ça inquiète dans le camp présidentiel. On l'a redit, Stéphanie le disait, il y a 212 députés qui soutiennent pour l'instant le gouvernement Michel Barnier. S'il y en a 160, 180 qui commencent à tiquer sur ces hausses d'impôts, là le Premier ministre a certainement un gros problème. Alors dans tous les cas, l'arithmétique est compliquée pour une majorité puisque je rappelle qu'il y a eu une dissolution et que depuis la dissolution, les majorités sont encore plus faibles que celles qui existaient auparavant. Mais s'il y a autant de réactions, c'est aussi parce qu'il faut le rappeler, parce que à écouter mon collègue Léaumont, tout se passe bien, il n'y a pas d'imposition, les plus riches seraient finalement en totale liberté. On est quand même un des tout premiers pays au monde, je dis bien au monde, pour les prélèvements obligatoires. La question se poserait différemment si on était plutôt dans la moyenne. Aujourd'hui, selon l'OCDE, on est deuxième en position. Enfin voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de la richesse privée qui devient richesse publique via les impôts est en fait pas toujours, je ne dis pas que c'est systématique, mais pas toujours bien utilisé. Donc il y a un moment, il faut aussi regarder ces taux de prélèvement obligatoires. Il y a un moment, on ne tombe pas un œuf. On paye déjà trop d'impôts en France. On entend souvent qu'on est un enfer fiscal. Je vais répondre à cet argument parce que je veux bien entendre que nous qui est réel. Attendez, je vais vous répondre, monsieur Gosselin. Je veux bien entendre qu'on paye beaucoup d'impôts. Mais à quoi nous demande-t-on de renoncer? À la sécurité sociale? On ne veut plus avoir la gratuité des soins, on préfère des assurances privées? Parce que c'est ce qui existe dans les pays où il y a moins de prélèvements. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une école privée plutôt qu'une école publique? Parce que c'est ce qui existe dans un certain nombre de pays où il y a moins de prélèvements. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une Antoine Léaumont dit on paye beaucoup d'impôts, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a l'école gratuite. Dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne, on paye moins d'impôts et l'école n'est pas que privée, la santé n'est pas que privée. Je vous ai pas dit ça, monsieur Gosselin.
Gosselin, je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit que par exemple aux États-Unis, il faut se payer. On n'en est pas aux États-Unis. Personne ne se compare aux États-Unis. Alors attendez, je vais faire la comparaison parce que vous comparez le prélèvement d'impôts par exemple aux États-Unis. Eh bien, quand on va dans l'université, dans les États-Unis, il faut davantage payer pour aller à l'université. Et ce système-là est valable partout. Quand on socialise de la richesse, quand on partage de la richesse, ceux qui partagent le plus normalement, ce sont les plus riches pour permettre à tout le monde d'avoir le nécessaire pour vivre, que ce soit pour la santé, pour l'éducation, pour la sécurité sociale que nous souhaitons élargir. Par exemple, je vous donne une dépense qui est une dépense contrainte mais que nous trouvons stupide, les mutuelles. Moi, je préférais qu'on ait le 100% sécu et que plutôt de devoir choisir chacun sa mutuelle, eh ben non, on remette tous au paquet commun de la sécurité sociale. Ça nous coûtera à tous moins cher et on aura un meilleur taux de couverture à 100% avec la sécurité sociale. C'est ce qu'on faisait avant. Michel Barnier connaît l'Assemblée, mais il y était il y a 15 ans. L'ambiance était bien différente. D'ailleurs, Antoine Léaumont, qu'elle était plus chaude. Non, mais vous pensez vraiment comité d'accueil des Insoumis tout à l'heure ou pas? Mais il y a à l'Assemblée nationale a toujours été un lieu où il y a beaucoup de vie. Moi, j'ai regardé, vous savez, j'aime bien regarder dans l'histoire de France, j'ai regardé un débat dans lequel il y avait quelqu'un qui avait chanté l'Internationale en faisant tournoyer quelque chose au-dessus de sa tête. Donc vous voyez, finalement, nous sommes dans une tradition républicaine assez ancrée dans les institutions de la Ve République. Vous m'avez pas répondu. Vous lui préparez une petite quelque chose pour Michel Barnier? Un événement, l'enchanter l'International ou autre, et institutionnaliser le bazar. C'est quand même ce que vous faites un peu plus que d'habitude. En fait, ça n'est pas le bazar. C'est une manière de faire des débats parlementaires, de faire intervenir le débat parlementaire en le faisant sortir de l'Assemblée nationale. Et il y a besoin de ça, parce que notre Assemblée, c'est le lieu où se prennent les décisions qui parlent à l'ensemble du peuple français. Nous sommes comptables des citoyennes et des citoyens qui nous envoient à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et vous savez, si les citoyennes et les citoyens n'étaient pas contents de nous, eh bien, je n'aurais pas fait 10 points de plus dans cette élection que dans la précédente, je pense. Vous attendez aussi des précisions de Michel Barnier, qu'il recadre, c'est comme ça qu'on appelle, son ministre de l'Intérieur tout à l'heure? J'aimerais bien, mais le problème, c'est qu'il ne le fera pas, puisque M. Barnier a besoin du soutien du Rassemblement national pour tenir, et que le Rassemblement national, depuis que M. Barnier est là, s'est transformé en paillasson d'Emmanuel Macron en suivant la politique de M. Macron. Donc il a besoin d'avoir un M. Retailleau, qui est le véritable Premier ministre de ce gouvernement, qui va tenir des propos toujours plus scandaleux sans jamais être recadré, parce que s'il se fait recadrer, eh bien le gouvernement tombera. Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, a quand même dit tout à l'heure que pour Michel Barnier, c'était une ligne rouge. L'état de droit, c'est intangible et puis c'est comme ça. Et puis par ailleurs, M. Gosselin, que quelqu'un se trompe entre l'état de droit et du droit au niveau où en est M. Retailleau, je ne crois pas que c'était une erreur. Je crois qu'il a reculé parce qu'il s'est rendu compte que ça provoquait un tollé. Mais il n'a pas reculé sur l'immigration. Et sur l'immigration, je répète, il a dit l'immigration n'est pas une chance pour la France. Il y a 20 millions de nos compatriotes, j'en suis, qui ont des ancêtres qui sont d'origine étrangère. Les miens étaient belges et italiens. Et il y en a ras-le-bol que systématiquement on soit ramené. Non, mais vous savez très bien que ce ne sont pas de cela dont il est question, mais pas du tout. Vous le savez très bien. Figurez-vous qu'à l'époque, attendez, je vais vous dire un truc que vous savez pas, Monsieur Gosselin. Quand les Polonais sont arrivés en France, en 1929, le préfet de police des Hauts-de-France, il disait à l'époque qu'ils étaient incapables de s'intégrer, qu'ils ne voulaient pas faire partie de la République française et que d'une certaine manière, on n'arriverait jamais à en faire des Français. Eh ben si, avec n'importe qui, on fait des Français. Et je vais vous dire, Philippe Gosselin, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a bien dit l'immigration n'est pas une chance. Lui, il n'a pas fait de distinction entre les différents immigrés. Moi, je constate qu'aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe et dans beaucoup de pays dans le monde, on se pose la question de contrôler, maîtriser qui vient, qui ne vient pas dans son territoire. Je crois qu'on ne peut pas traiter le chancelier Scholz, par exemple, Scholz qui vient de réinstaurer des contrôles aux frontières en Allemagne, de fasciste, d'allié de l'AfD qui est l'équivalent du RN chez nous. Donc il faut remettre les pendules à l'heure. Et je crois qu'à force de vouloir monter nos concitoyens les uns contre les autres, il n'a jamais été question de dire que ceux qui étaient descendants d'immigrés étaient aujourd'hui les malvenus dans notre pays. Vous savez bien que c'est de la surinterprétation. Un tout petit mot, Antoine Léaumont, parce qu'après on va rejoindre Marco Pommier juste sur cette question. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Effectivement, sur l'immigration, il faut arrêter l'hypocrisie. Les principales causes de l'émigration, c'est quoi? La destruction de l'économie des pays d'Afrique. Qui est responsable? Des gens comme M. Bolloré, qui ensuite vient faire des chaînes de télé. Ah bah voilà, la grande antienne qu'on attendait. Et oui, bien sûr. Les guerres
Je n'ai pas entendu beaucoup de monde à l'intérieur du camp. Poursuivre ce débat dans quelques instants, mais dénoncer la guerre d'Israël. Une seconde, Antoine Léaumont, puisque Marco Pommier est dans la... Vous en faites quoi, monsieur Léaumont? Mais moi, je l'ai condamné. Marco Pommier est dans la cour d'honneur. Vous, oui, mais beaucoup d'autres non chez vous. Beaucoup d'autres non chez vous. C'est bien un sujet. Sur la question de l'immigration, pour revenir, puisqu'on a entendu aussi votre candidate Lucie Castet, vous, c'est on accueille tout le monde. Mais ou non, pas. c'est pas ça. Mais ça n'est pas ça la règle. La règle, c'est. Si, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Alors, précisez, Antoine Léaumont. On traite d'abord les causes du départ. Et il va falloir parler d'un truc qui s'appelle le capitalisme, qui est largement responsable des causes du départ. 2, quand les gens arrivent au pays des droits de l'homme et du citoyen, la moindre des choses, c'est de les accueillir correctement et dignement et d'étudier les demandes d'asile, les demandes d'asile. Ça fait partie de notre droit. Et elles sont largement étudiées et sereinement. Et puis ensuite, avec des droits pour ceux qui arrivent. Pour appliquer des règles, eh bien, il faut que ces règles soient appliquées d'une manière qui est lisible. Là, à l'heure actuelle, les gens ne le savent peut-être pas, on met des OQTF automatiquement des obligations de quitter le territoire français. Je pense que maintenant tout le monde a compris ce que c'était. Rappelons-le tout de même. Mais on met des OQTF de manière systématique quand il y a un refus de titre de séjour. Pourquoi y a-t-il certains refus de titre de séjour? Des fois, c'est parce que l'administration est dépassée, parce qu'il n'y a pas assez de monde dans les administrations. Et un truc qui doit mettre 30 jours peut mettre 6 mois, etc. Et donc, il y a des gens qui se retrouvent avec plus de titre de séjour, alors même qu'ils y ont droit légalement. Qui est responsable dans cette situation? La personne qui se retrouve avec l'OQTF ou l'État français qui ne donne pas l'accès aux droits qu'il a pourtant garanti dans la loi? Vous voyez, ces manières-là de traiter l'immigration, on n'en parle jamais. 96% des personnes qui sont sous OQTF n'ont commis aucun délit et aucun crime. Sur ces questions des OQTF, très mal exécutées, mais en même temps, on en délivre beaucoup, peut-être pour pas grand-chose. Non, pour pas grand-chose. Effectivement, il y a des cas extrêmes et je dis pas le contraire et je les conteste pas. Ils sont d'ailleurs reconnus par la justice. Pour autant, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de personnes étrangères qui sont en France et qui n'ont pas vocation à y rester. C'est pas être raciste, xénophobe que de le réaffirmer. Antoine Léaumont, motion de censure que vous déposerez en fin de semaine. Sans le Rassemblement national, elle ne sera pas adoptée. Eh bien, motion de censure la semaine prochaine, mais dès demain, destitution du président de la République en commission des lois où nous siégeons tous les deux avec M. Gosselin. Et puisque votre groupe a déposé une proposition de résolution pour destituer Emmanuel Macron. C'est inédit dans l'histoire de la Ve République et je pense que c'est la réponse démocratique et constitutionnelle à la hauteur du défi posé par Emmanuel Macron que la presse étrangère qualifie quand même, accrochez-vous, de coup d'État et de mépris de la démocratie. Donc nous, comme nous sommes respectueux de la démocratie, nous allons essayer de faire appliquer ce que les gens ont dit. Monsieur Macron a perdu et donc nous allons essayer de lui faire comprendre.